Ouais, je sens que ça va être expédié à la fin. Il y a des signes avant-coureurs là-dedans, ça se sent que ça va être un peu expédié sur pas mal de points. Peut-être que ça me donnera tort, j'espère, mais ça a un petit peu le goût de ça, hein. En tout cas, ouais, il y a Ténébra qui donc fait part du plan dont elle a déjà parlé à Sorciella, à tout le monde. Sorciella essaye un petit peu de se la raconter en racontant ça à sa place, pour essayer de créer une espèce de pseudo-dynamique comique entre elles. En toute sincérité, ce genre de truc, lorsque c'est vraiment au minimum et qu'on n'en fait pas des caisses, je tolère largement. C'est une question de dosage, une fois de plus. Quand je me plains de ça, c'est vraiment une question de dosage, c'est-à-dire à quel degré on l'incorpore. Ça, c'est limite, ça va. Disons qu'il faut pas en faire plus. Et donc voilà, elles expliquent le plan. Il y a le cœur des Terrias qui est au sous-sol de Mystacor. Apparemment, Mara est passé par là, il l'a installé ici, ou c'est les fondateurs, je sais pas trop. Bref, ils l'ont installé au sous-sol de Mystacor. Seulement, voilà, le problème, c'est que Mystacor, c'est gardé par Mika notamment, et d'autres, et donc ça va être un peu compliqué. Et c'est là que Ténébra explique qu'il faut qu'on s'y rende, on fera un sort de non-détection, tout ça, tout ça. Et il y a Catra, enfin, qui fera une remarque, c'est plutôt Cynthia d'abord qui fait une remarque. Comment lui fais-tu confiance après tout ce qu'elle a fait? Et Sorcier a dit, ok, tu sais, avec tout ce qui se passe, j'ai préféré choisir le moindre mal. Catra fait la petite remarque, au moins vous reconnaissez que c'est un mal. Et c'est là qu'elle sort ma réplique préférée depuis longtemps, Ténébra. Tu es mal placé pour parler, jeune fille. Ouais, dans ta face, dans ta face, Catra, hein, meilleur personnage de la série, Ténébra. Facile, facile, facile. Donc, et ouais, le plan est lancé, il y a Catra qui est un petit peu dégoûtée, mais Adora insiste pour qu'elle les accompagne, sachant que ouais, quoi, il va y avoir que nos trois héros principaux, Catra qui fait partie donc de nos quatre héros principaux maintenant, euh, et Sorciella et Ténébra qui s'y rendent. Les autres, ils restent dans leur coin à faire je sais pas trop quoi, on reste là, on se repose. Apparemment, ils font rien de spécial. Apparemment, Netossa, on n'en a plus rien à foutre. Je veux dire, on parle même du fait que la puce de Tournelle a été défaite, mais on voit même pas la réunion entre Tournelle et Netossa, quoi. Rapidement Trapta qui en parle, et puis Tournelle et Netossa, on les voit pas. C'est bien, hein, comme façon de, de conclure ça, quoi. C'est super, hein. On la sent trop, la résolution de ce drame entre ces deux-là. Et... ouais, quoi, on va se partir et Catra fait un petit peu la gueule, fait un peu la moue après ce qui se passe parce qu'une fois de plus, elle a un grand ressentiment envers Ténébra. Et on va vraiment essayer d'appuyer ça, quoi. Et c'est le truc qui rend la chose un peu insultante pour moi, dans le sens où on essaye vraiment de faire passer Catra pour la pauvre victime et... Et Ténébra pour la méchante marâtre qui les a vraiment traumatisés en les élevant comme elle l'a fait. Et le truc avec ça, c'est que d'une part, lorsque Catra dit comment peux-tu lui faire confiance après tout ce qu'elle l'a fait à Adora, à la place d'Adora, j'aurais dit oh tu sais, avec toi j'ai eu de l'entraînement, hein. Elle le dit pas, mais j'aurais bien adoré qu'elle le dise. Enfin bref, lorsqu'elle dit ça. La question que je me pose depuis le début, c'est est-ce que vous pourriez me mettre des moments qui me l'expliquent de façon claire, qui me le montrent de façon claire qu'elles ont eu une enfance vraiment malheureuse avec elle qui s'occupait d'elle. Parce qu'une fois de plus, à part un micro flashback dans la saison 1, où on voyait que ouais, Ténébra était autoritaire envers Catra, mais même pas en tant que mère, en tant que figure parentale d'Adora qui n'aime pas la mauvaise influence de Catra, donc c'est pas la même chose, quoi. On est d'accord que c'est quand même très loin d'être traumatisant à vie, ce genre de conneries. Pas une seule scène comme ça, quoi. On montre seulement une scène comme ça, et tout le reste, on ne fait que dire. Et étant donné que c'est sur cette considération que repose tout le développement mental de notre couple central, comment elles ont été élevées enfants, quand on ne montre pas ça en détail, qu'on ne fait que dire qu'elles ont mal vécu la chose, tout ça, eh ben il y a un énorme manque. Et surtout après tout ce qu'a fait Catra une fois de plus, et qu'on accepte de lui pardonner, sauf Ténébra. Et Ténébra qui passe pour la connasse.
Parce que tout le monde pardonne à Catra, non c'est bon, elle est de notre côté, y a pas de problème, hein. Personne n'a de ressentiment vers elle, quoi. C'est elle qui est quand même un petit peu presque directement responsable de la disparition d'Angela, dont on a plus rien à foutre au passage, et personne ne lui en veut pour ça, par exemple. Non, non. Donc, ouais, quoi, c'est... Ce genre de choses, ça mérite, je trouve ça insultant, vraiment. C'est cette façon qu'on a de l'accepter aussi facilement, pas seulement Adora, même si Adora, je trouve que c'est trop facile aussi, mais tous les autres acceptent, disent, ok, très bien. On fait avec, on a eu le petit épisode à la con, quoi, où on appuyait vaguement à une espèce de rapprochement de pensée rapide, et vraiment pas de façon très poussée ou profonde. Et maintenant, c'est bon, on l'accepte, alors, il est cool. C'est c'est vraiment ce genre de considération qu'elle a, tandis que Ténébras, on peut tellement pas lui faire confiance, c'est tellement une garde. Alors que elle avait des bonnes raisons de vouloir faire ce qu'elle a fait au départ. Elle a pris une mauvaise décision après coup. Elle a voulu repartir vers le camp qui l'accueillerait et tout, quoi. C'est-à-dire, elle fait les choses clairement par besoin, par opportunisme. Mais elle a des désirs clairs et elle est jamais allée aussi loin que l'a été Catra. Pour moi, Ténébras est largement plus pardonnable que Catra. Ténébras a beaucoup de choses à se faire pardonner, c'est normal qu'on la voit mal. Et honnêtement, elle a le traitement qu'elle mérite, hein. Sérieusement, hein, même si on exagère un petit peu le trait, je trouve, dans la saison 4, je trouve qu'elle a le traitement qu'elle mérite, hein. On la voit mal, on la considère assez pauvrement et on a du ressentiment envers elle tout du long. Catra, c'est un épisode pour qu'on l'accepte pour quelques personnages, et puis voilà, quoi, c'est... Et c'est elle la pauvre victime maintenant. On veut la montrer comme la pauvre victime dans cette relation vraiment horrible qu'elle a eue avec cette femme. Et une fois de plus, étant donné que vous n'avez rien montré en détail, je n'accroche pas, je ne vais pas me mettre de son côté, étant donné que vous n'avez rien montré. Et que la seule scène qu'on a vue, c'est quand elle lui a gueulé dessus parce que elle était une mauvaise influence pour sa fille. Le genre de scène que j'ai vu des tonnes de fois, hein. Sérieusement, c'est du drame basique de film d'auteur fait des milliers de fois, où il y a quelqu'un qui élève un enfant pour qu'il soit le meilleur, le plus grand, mais ça lui plaît pas que cet enfant-là traîne avec quelqu'un qui la rabaisse dans les intentions qu'elle a pour elle, les ambitions qu'elle a pour elle. C'est ça, le truc. Et oui, c'est pas mauvais, mais je veux dire, si ça c'est censé être le moment, le seul moment que je suis censé retenir d'illustration de ce passé ultra houleux, non, non, il y a un énorme manque. Ce qui fait que cette espèce de drame qu'on essaie de créer entre ces trois-là durant tout l'épisode, ben je n'arrive pas à entrer dedans parce que vous n'avez rien fait. Presque rien fait pour me faire accrocher à cette espèce de dynamique super forte que vous essayez de nous faire passer. Cette dynamique super forte entre ces trois-là qui ont vécu ensemble tout ce temps et qui ont vraiment un passif ultra houleux et grave. Et vraiment, c'est un truc qui aurait dû être vraiment développé à fond et montré, quoi. Illustré à fond. Surtout, vu l'importance centrale que ça a. Apparemment, la relation entre Catra et Adora, c'est la chose numéro un à prendre en compte maintenant. Hein, je dis pas une seule seconde que ça n'a jamais été important, bien entendu, c'était très important, mais c'est pas la seule chose centrale qu'il y avait avant. Maintenant, on essaye de traiter ça comme la chose centrale, quoi. Donc, ok. Bref, notre groupe se rend donc à Mystacor qui est totalement contrôlé par Horde Prime. Au passage, ouais, comment ça se fait que ce sorcier-là, il y a quelques épisodes de ça, se dit ouais, je suis venu de Mystacor pour vous retrouver, sans être contrôlé, sans avoir eu de problème. Bref, ça aurait été un truc super cool à appuyer, ça aussi vous l'illustrez pas. Tous les trucs super cool à illustrer, vous le faites presque jamais, c'est vraiment rageant je trouve. Bref, il se rend à Mystacor, il y a des petits moments de tension, des petits moments de suspense, est-ce qu'on va se faire repérer ou pas. Et évidemment, il y a Catra et Ténébras qui peuvent pas se piffer. À un moment donné, on voit que Kadora a du mal à se transformer en She-Ra, et
au détour de couloir lorsqu'ils se rendent vers le dispositif du cœur d'Eteria, il y a Ténébra qui prend Adora à part en lui disant je sens que tu as des sentiments pour Catra, et c'est ces sentiments qui te réfrènent. Parce qu'on a besoin de Shira. Catra, c'est une distraction dont tu dois faire fi pour arriver à avoir pleinement tes pouvoirs et défendre tout le monde. Et c'est le truc important quand même, défendre tout le monde. Parce que sans Shira, on pourrait pas défendre le monde. Et oui, on est dans une situation de crise où ce serait bien d'avoir Shira. Et ouais, elle a pas totalement tort là-dessus, mais on l'a fait passer pour la grosse garce qui veut séparer les deux amoureuses centrales parce que c'est la seule chose qui compte maintenant. Et ouais, il va y avoir Catra qui écoutera derrière un pilier, elle le prendra un petit peu mal, cette remarque. Et oui, on finira par se rendre vers le dispositif. C'est trois cristaux qui cumulent de l'énergie. Quelqu'un doit se mettre au milieu. On est un petit peu soupçonneux. Qu'est-ce que ça veut dire quand même comment ça se fait, Ténébras, si vous saviez ce que c'était et que vous étiez déjà venu là, que vous ne soyez pas directement entré dedans pour avoir ce pouvoir-là. Et c'est là que Ténébras finit par lâcher le morceau. Oui, ça octroie des pleins pouvoirs, mais ça peut aussi vous faire évaporer, vous faire disparaître à cause de cette trop grande puissance. Et il n'y a que Shira qui pourrait y survivre. Et donc Shira se dit ouais, mais qu'est-ce qui se passe si je meurs? Et si tu meurs, sache que toute la magie sera libérée à Eteria et nous pourrons nous débarrasser du pouvoir de Horde Prime. Sachant que j'y pense rapidement, c'est une petite remarque comme ça, mais si toute la magie est libérée et que les magiciens du monde, les princesses du pouvoir et donc les sorciers tels que Mika ont leurs pouvoirs qui sont rehaussés, est-ce que ça veut dire que ça équilibrerait les forces techniquement? Je veux dire, on part du principe que les gens sont contrôlés et que c'est difficile de les faire changer de place, quoi. C'est pas si simple que ça. Donc, si vous mettez en place cette ouverture des chakras magiques de tout le monde, ça va être juste un plus gros bain de sang puisque tout le monde sera plus fort en termes de magie, quoi. À moins que le surplus de magie détruise les puces, comme vous l'excontiez, mais vu ce qu'on met en place en parallèle dans cet épisode, c'est pas ça, quoi. Donc, je dis ça parce que ils ont ce plan d'aller libérer cette magie-là avant de se dire comment on va faire pour désactiver les puces, quoi. Donc oui, maintenant que j'y pense, est-ce que vous avez pensé à cette possibilité? Apparemment non, les détails, on fait pas gaffe. Bref, il y a Shira qui hésite un petit peu. Catra lui dit non, ne fais pas ça, ne te sacrifie pas pour les autres. Mais c'est là que Mika et compagnie les ont suivis et arrivent, oui, parce qu'ils se sont fait repérer rapidement parce que Catra a pas retenu sa langue lorsque Ténébra lui a touché l'épaule. Bref, on forçait un petit peu le truc, je trouve, mais bon, voilà, bref. Mika est là avec d'autres magiciens pour les attaquer. Il est hyper puissant, contrôlé. Une fois de plus, on met en place que c'est un puissant sorcier quand ça arrange le scénario, parce qu'une bonne partie du temps, pas tant que ça. Mais bon, le fait est qu'il domine tout le monde. Mais vraiment, hein, il est tellement puissant en tant que sorcier qu'il bat une princesse au pouvoir, deux magiciennes assez puissantes, et ouais, Flèche d'Or et Shira, quoi. Enfin, Adora, j'avoue que... Et Catra aussi, quoi. Il est puissant à ce point, quoi. C'est dingue, quoi. Ça va être quelque chose quand il sera libéré, le gars. Hein, c'est vraiment pas de veine qu'il soit fait pucer hors champ. Hein, bon, au vu de cette situation très grave, Shira se dit, ok, je me lance, je me sacrifie, je vais entrer dans le dispositif pour le faire entrer en moi. C'était bizarre un petit peu comme c'était expliqué, peut-être que la VF n'a pas grandement aidé, enfin bref. Elle a du mal à assimiler le processus, mais lorsqu'elle voit ses amis être en danger face à Mika, c'est là qu'elle se dit, ok, je suis prêt à me détacher de mes attaches, ou un truc comme ça, pour entrer dans l'état d'avatar, excusez-moi, l'état de Shira, afin d'avoir les pleins pouvoirs, et c'est ce qui se passe. Ah, je me transforme en Shira, c'est super, je suis super puissante, je me défais de tout le monde en 2 temps 3 mouvements. Une fois de plus, elle était si puissante que ça en Shira, comment ça se fait que dans les saisons précédentes, elle était aussi nulle à gérer une bonne partie des conflits, quoi. Enfin bref. Elle défait tout, et elle a accumulé donc le dispositif en elle.
pour que les choses s'arrangent. Et apparemment, étant donné qu'elle n'a pas disparu de ça, tout le monde n'a pas totalement tout de suite récupéré sa magie, ou a eu sa magie rehaussée. Ok, la logique, je sais pas exactement comment c'est censé fonctionner. Bref, c'est quand même bien parti pour être activé tout ça. Mais il y a un petit problème, c'est que Catra le prend mal, parce que ça signifie qu'elle a oublié ses attaches, et donc qu'elle n'est pas prête à être émotionnellement totalement attachée à elle. Et juste un truc, petite parenthèse, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris la subtile référence que j'ai faite, c'est que ce principe-là, c'est exactement la même chose que dans Avatar, le dernier maître de l'air, à la fin de la saison 2. Exactement la même chose, quoi. On dit à Aang que pour ouvrir l'état d'Avatar et y entrer quand il veut, il faut qu'il soit prêt à ouvrir certains chakras. Et le dernier chakra, c'est le fait de se défaire de toute attache. Ce qui est difficile, hein, bien entendu, psychologiquement, hein, et pas totalement jusqu'au bout, évidemment. Mais voilà, c'est très difficile, ça. Et c'est un truc qu'il fait à la fin de la saison 2, ce qui va pas bien se passer, je vais pas aller dans le détail pour ceux qui savent pas, mais voilà, c'est un truc qu'on met en place. Et qui prend vraiment son temps. Ça se fait pas en un seul épisode, on met ça en place sur 2 ou 3 épisodes. On essaie de donner du poids à ça et de dire que c'est pas parce qu'on arrive à libérer ça que ça s'arrange facilement. C'est très intéressant et c'était plutôt une bonne façon d'aborder, comment dire ça, la psychologie derrière tout ce qui était philosophie de l'endroit. Là, c'est juste un truc psychologique. T'es émotionnellement attaché à Catra, donc ça te bloque. Mais une fois que tu passes ça, eh ben tu peux te débloquer. Voilà, c'est très vite. C'est la version express qu'on avait déjà dans Avatar, quoi. Donc c'est 10 fois moins puissant. Et déjà vu, donc... Autrement dit, pas impressionné. Surtout que ça amène ce moment ultra larmoyant de merde, à la fin, où Catra est tellement vexée de ce qui se passe qu'elle se dit, tiens, je vais pas rester avec je me barre en pleine nuit, parce que après ça, tout le monde se dit, ah, on fait le bivouac, on se repose, on verra la suite après, ok, très bien, et elle se dit, non, je ne peux pas rester, elle se barre avec son petit Pokémon, là, mais il y a Dora qui se rend compte qu'elle se barre, et donc elle lui dit, mais pourquoi tu pars? Et c'est là qu'elle lui dit, et comment ça se fait que tu veuilles te sacrifier à ce point? Pourquoi tu ne penses pas à ta propre pomme, merde? Parce que... sérieusement, c'est le truc qu'elle reproche à Dora, en fait, c'est le fait de vouloir se sacrifier pour les autres. Comment oses-tu faire ça? Comment oses-tu penser aux autres avant toi, aux autres avant nous, presque? Elle a cette espèce de nombrilisme, limite, sur sa relation avec Adora, comme si ça devait être exclusif et qu'elle ne pouvait pas la partager. Surtout quand elle est prête à se détacher, soi-disant, de sa relation avec elle pour être plus forte, quoi. Ce qui sous-entend protéger tout le monde, toi y compris. Mais apparemment, tu t'en fous, hein, tu comptes te barrer, vivre en ermite quelque part, en espérant qu'on te croise jamais si tu veux, quoi. Tu viens faire ta putain de pleureuse parce qu'Adora ne te met pas avant les autres. En gros, c'est ça, hein. Parce qu'elle ne met pas votre relation avant les autres. Et je suis censé avoir de la peine pour toi. Lorsque tu chiales en disant « Oh, comment oses-tu me faire ça ?» Non, mais tu peux aller te faire voir ailleurs, hein. Vas-y, Catra, va te faire voir ailleurs, hein. Va te plaindre, va chialer dans les jupes de qui tu veux, mais... C'est pour dans ce genre de considération nombriliste, va te faire mettre. Mais non, c'est la pauvre victime, Catra, celle qui n'a pas l'attention qu'elle mérite. Et Télébrache, la grande méchante, qui les a manipulés depuis le début, qu'on n'a jamais montré, mais elle les a traumatisés depuis le début, c'est elle qui les a façonnés avec sa mauvaise éducation. Et lorsqu'elle vient voir Adora en lui disant « Ah, tu as bien fait, Catra n'était qu'un poids », ce qui n'est pas totalement faux à un certain degré, hein, si elle avait été morte depuis longtemps, ça aurait arrangé pas mal de trucs. Bref, tu as bien fait ça. Et Adora qui dit « Vous nous avez gâché la vie, c'est votre faute. Je vais libérer la magie, mais clairement pas pour quelqu'un comme vous, espèce de salope. Cassez-vous, je veux plus vous voir. »
Voilà, hein, donc pour bien dire, Ténébras c'est la grosse garde et Catra c'est la pauvre victime. Ok, si vous voulez, hein, ça vous fait plaisir de voir des choses comme ça. Oh putain, bon, euh, parallèlement, nous avons Andrata qui a donc défait la puce qui était sur le cou, la nuque de Tournelle. Et elle dit que bah, c'est un truc qui fusionne avec le corps et il y a un temps limité. Si on laisse ça se faire trop longtemps, ça deviendra irréversible. Ok, c'est nouveau, mais très bien, ça rajoute du suspense. Et elle dit, je devrais pouvoir trouver un moyen avec la puce qu'on a collectée, et pas celle de 4A, t'as pas gardé celle de 4A. Ok. De trouver le signal émis par toutes ces puces et de l'éteindre avec mes puissants dons d'ingénieur magique. Voilà, je suis tellement puissant en technologie que je peux faire ça, évidemment. Et elle se débrouille toute seule. Il y a Flèche d'Or qui lui dit « Ah, t'es super, t'es un génie, bosse là-dessus, pendant que nous, on va donc s'occuper de Mystacor. » Et elle va se dire « Ah, zut, cette puce ne suffit pas, il faudrait que je m'approche de l'antenne relais qu'on avait vue donc dans l'épisode 2. » pour avoir plus de réseau et mieux capter le signal. Et elle se dit, je vais y aller toute seule. Alors qu'il y a des clones dans le coin qui pourraient la repérer. Elle se dit pas, tiens, et si j'utilisais Fordak, je pourrais lui demander, hein, il est très fidèle à ma cause, hein, c'est un petit peu mon nouveau meilleur ami depuis que vrai Hordak n'est plus là. Non, je vais toute seule. Hein, heureusement, il y a Fougar qui la suit, mais putain, vous avez Hordak, vous avez forcé ce personnage. Donnez-lui une utilité quand même, quoi. Vous... Ah, c'est quand même quelque chose de super important. C'est limite presque plus important que de libérer le cœur des terriens, votre truc. Parce que là, ça voudrait dire directement stopper le contrôle mental de toute la populace. Et ça arrangerait énormément les choses. C'est le truc où vous laissez un Trapta seul là-dessus. Personne va la chaperonner ou quoi que ce soit. Un peu Fougar, c'est tout. C'est bien, ouais, les priorités. Hein. Une fois de plus, les autres princesses, Netossa, Tournelle, Glacia, qu'est-ce qu'on a d'autre? Jasmine, là on s'en fout, elles sont dans leur coin, elles se touchent, je ne sais pas ce qu'elles font, je ne sais pas, elles ne participent pas pour l'instant. Hein. Il y a plus important pour elles à faire dans leur coin, je sais pas trop quoi, mais il y a plus important. Donc, elle va se rendre près de l'antenne relais d'Ord Prime et en s'approchant un petit peu, elle captera le signal davantage qui lui permettra donc d'avoir les données pour défaire le contrôle mental avec ses super dons de technologie et en se rendant malheureusement là-bas, elle est repérée par un clone. Mais pas n'importe quel clone. Attention, parce qu'il s'agit de vrais Hordak. Mais que j'étais des chances. Waouh! Waouh! Elle se fait repérer par un seul clone, et c'est le vrai Hordak. Punaise, il y a coïncidence et il y a forçage scénaristique. Hein. Là, on est tellement dans le forçage scénaristique, hein. Totalement dans le forçage scénaristique. Donc voilà, elle tombe sur le vrai Hordak, et le pire avec ça, c'est qu'on n'en fait pas des masses dessus, quoi. Il y a Hordak qui dit, ah, qu'est-ce que ça veut dire, ton visage m'est familier, et il y a Andrata, ah, c'est vous, Hordak, ah, c'est trop génial, ah, vos imperfections vous rendent meilleur, super, etc. Mais il y a Fougar qui l'envoie, qui arrive pour la sauver et la faire se barrer, tandis que Hordak reste seul, et c'est histoire de dire qu'on a une petite conversation rapide, et c'est tout. Vous jouez même pas sur cette grosse coïncidence pour faire quelque chose de super fort. C'est juste en dire, oui, on s'est retrouvés. On verra la suite après. Un peu de choses près, hein, parce que si c'était pour ça, on aurait juste pu faire en sorte qu'ils se voient plus tard pour la première fois ailleurs et que ça ait le même effet. Hein. Ça change quoi ce qui a été fait? Vraiment. À part si, dans le double épisode final, sans revoir Antrapta après coup, il fasse quelque chose pour le bon camp, je sais pas trop. On verra. En tout cas, voilà quoi. Elle a retrouvé son chéri de toujours, celle-là, et elle peut bosser sur son programme pour désactiver les puces toute seule, une fois de plus, sans personne pour l'assister. Et voilà, c'est un petit peu là que se terminent les deux sous-intrigues. Et ouais, bon, je vais essayer de me détacher un petit peu
Des foutages de gueule sur le développement de perso et les coïncidences, surtout autour de Catra, Ténébra et Adora. Il y avait moyen de faire quelque chose de bien. Sincèrement, si je prends cet épisode intrinsèquement, vraiment, j'oublie tout ce qui s'est passé avant, ce qui est impossible, mais admettons l'espace d'instant que j'oublie tout ce qui s'est passé avant sur ce qu'a fait Catra et que je pars du principe qu'on a développé leur relation de façon satisfaisante et comment l'éducation de Ténébra les a traumatisés, c'est pas mal fait. Les échanges sont naturels, on ne fait pas du gag à foison pour désacraliser l'ambiance, hein, ça fait plaisir de voir ça de temps en temps, et voilà, le drame prend le temps de s'instaurer. Le truc, c'est que, voilà, on n'a pas développé énormément de choses sur les passés entre ces trois-là, et une fois de plus, on a développé 4A jusqu'à la saison 3 comme une garce qui tombe de plus en plus dans le trou qu'elle creuse elle-même, en dépit des bras qu'on lui tend. Alors, non. Non, vous pouvez pas la faire passer pour la pauvre victime qu'on doit plaindre après tout ça, qui doit donner des leçons à Ténébra, clairement pas. Et ouais, Ténébra, elle a des choses à se reprocher, c'est sûr, mais j'ai nettement plus d'empathie envers elle, parce qu'elle a eu pendant un temps des ambitions louables. Au début, c'est ce qu'elle voulait, et j'ai le sentiment que c'est cette espèce de force maléfique qui l'a un peu habité, qui l'a porté après coup. Ce qui fait que c'est le seul personnage, à quelques rares exceptions près, à quelques rares micro-moments près, et que j'arrive à trouver consistant et satisfaisant dans le développement. Il y a des problèmes de logistique autour d'elle, hein, par rapport à la saison 1 lorsqu'on a appuyé son passé, mais en dehors de ça, c'est le seul personnage qui n'a presque rien pour me déplaire en fait. Et c'est pour ça que c'est facilement mon perso préféré. Facilement. Donc, ouais, quand on la met un peu en avant, en dépit des grossièretés autour de Catra et Adora, je peux pas m'empêcher d'avoir une certaine appréciation pour cet épisode à ce niveau-là. Et globalement, c'était correct, quoi. Le déroulé était correct, l'action était quand même plutôt bonne. C'est- On met un petit peu en place les derniers jalons pour le combat final, même s'il reste beaucoup de trucs et que même un double épisode, j'ai peur que ce soit pas suffisant pour finir tout ce qui a été mis en place. Mais j'ai le sentiment que va y avoir beaucoup de trucs qui seront expédiés, comme je l'ai dit. Enfin, ça, on verra le moment venu. Et voilà, j'en suis encore au stade où j'hésite un tout petit peu à faire un live ou pas. Le fait est que ces derniers épisodes m'ont un peu calmé. Par rapport aux épisodes 1 à 8, enfin, on diront nous 3 à 8 de cette saison 5, hein, ce qui est pas mal, hein, puisque ça représente 6 épisodes, quoi, hein, 6 épisodes sur 13, c'est à peu près la moitié. Après ce gros tas d'immondices passés, une fois qu'on en vient à accepter un petit peu la situation, ça passe. C'est pas extraordinaire, mais ça passe, quoi. Et donc, si ça continue sur cette voie-là, les épisodes 12-13, ça devrait passer aussi. C'est ce que je veux dire. Et donc, je devrais peut-être être un peu moins énervé que pour il y a quelques épisodes de ça. Donc, je vais donner la chance à cette série de faire un live là-dessus. Je vais essayer d'être un petit peu moins vénère là-dessus, même si cet épisode final, ce double épisode final m'énerve. Je vais essayer de faire ça calmement pour le live quand même, parce que je veux pas non plus... je veux pas m'attaquer aux gens qui aiment cette série une fois de plus. Je m'attaque à cette série, mais je m'attaque pas aux gens qui aiment cette série. Je sais que ça peut paraître bizarre, et la distinction est difficile, mais oui, tout ce qui m'énerve vient de cette série. Il y a quelques arguments, mais c'est des arguments en masse qui m'énervent. Mais globalement, voilà, c'est cette série qui m'énerve, pas les gens qui l'aiment. Le truc, je suis déjà un petit peu étendu sur la chose qui m'a un petit peu particulièrement énervé sur le choix de cette série en soi. Mais je tiens vraiment à le préciser avant d'entamer ce double épisode live.
sur lequel je pense que je vais pas m'étendre d'illustrer. Une fois la critique passée, ça va être quelques questions rapides et basta. Je vais pas passer trop de temps. D'autant plus que c'est l'été, j'ai envie de me prélasser un petit peu. Donc, voilà, je mets ça en place avant ce double épisode live. J'en veux à la série, pas à ceux qui l'aiment, hein, pour ce visionnage. Mais c'est clair et net que si j'avais pas traité ça en réac, je pense que j'aurais arrêté à la saison 2. Donc, en un sens, en tout cas, oui, je vous donne rendez-vous, pas demain, lundi qui vient, 20h, pour le dernier double épisode en live de She-Ra sur Netflix. Bye!